Salut tout le monde, je suis Fred du Joker Pub Ludique et bienvenue à votre émission de Top Ludique. Aujourd'hui, à Top Ludique, non, je n'ai pas joué à Chérie, j'ai rétréci les jeux de société, mais on va avoir une thématique jeux de sacoche. Donc, c'est tous des petits jeux qui se glissent bien si vous allez en voyage, en voiture, en camping, peu importe. Alors, vous pouvez glisser ça dans votre poche, dans votre sacoche, dans votre sac à dos et jouer n'importe où. Donc, je ne parlerai pas de Twilight Imperium qui rentre très difficilement dans une sacoche. Vous allez voir que c'est pas parce qu'une boîte est petite que son contenu en est moins intéressant. Je vous le prouve dès maintenant avec Bandido, notre premier jeu de cette sélection. Bandido, jeu coopératif, donc vous jouez ensemble contre le jeu. Voyons ce qui s'y cache. Nous allons retrouver les règles et une série de cartes. Il va y avoir une carte un peu plus rigide que les autres, c'est la carte de départ. Vous allez pouvoir la mettre du côté à 5 issues ou du côté difficile à 6 issues. Je vous explique. Le but dans Bandido, c'est d'empêcher tous ensemble le bandit de s'évader. Pour commencer, le bandit a 5 ou 6, dépendamment du côté de carte qu'on a choisi, chemins pour se sauver. Et nous, de notre côté, nous allons piger des cartes. Les cartes, c'est des chemins qu'on va devoir venir mettre sur la table pour justement empêcher la progression de notre bandit. Alors, chaque joueur va avoir 3 cartes en main. Par exemple, 1, 2, 3, je vais jouer à jeu ouvert pour les besoins de la cause. Je pourrais avoir ces 3 cartes ici dans mes mains. À mon tour de jeu, ma tâche est simplement de déterminer parmi les 3 cartes que j'ai en main, laquelle va être la plus pertinente de venir mettre en jeu. Alors, c'est des chemins que je dois venir mettre. La carte peut être dans la direction de mon choix, donc je pourrais la mettre dans ce sens-ci, comme que je peux la mettre comme ceci. Et vous comprendrez bien sûr que le but est de restreindre tous les chemins de notre bandit. Donc, par exemple, ici, je pourrais m'arranger pour mettre la carte comme ceci. Ça ne nous aide pas vraiment puisque j'avais 2 chemins et je me retrouve encore avec 2 chemins. Un autre joueur ou à mon prochain tour pourrait décider, par exemple, de venir prendre cette carte-ci et venir la mettre à la fin d'un chemin pour faire un chemin sans issue. Donc, on vient de régler un des problèmes. Il nous resterait encore, dans ce cas-ci, 5 chemins actifs, etc., etc. Donc, je joue une carte, je repige immédiatement une carte après avoir joué, de façon à avoir tout le temps 3 cartes en main. Et puis, comme vous l'avez compris, il faut essayer de soit faire en sorte que les chemins vont revenir ensemble dans une boucle ou bien trouver le moyen de mettre des cul-de-sac à chacun des chemins. Les cul-de-sac, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas à l'infini, donc il va falloir essayer de les économiser le plus possible. On a certains chemins comme celui-ci qui vont faire en sorte que 2 chemins vont rentrer dans un seul. Fait que là, good, ça vient faciliter les choses. Alors qu'au contraire, on a certaines cartes comme celle-ci que un chemin vient de se rediviser en 3. Là. Mais parfois, on n'a pas le choix de la mettre puisque toutes les cartes qu'on a dans nos mains sont désastreuses. Alors, jeu super simple, ça s'explique rapidement comme vous voyez. Les décisions sont très limitées. À notre tour, on a seulement une de nos 3 cartes qu'on va venir mettre en jeu et on espère que ça ne cause pas trop de dommages et on espère être capable de fermer tous les chemins pour gagner tous ensemble. Ou si au contraire, on a écoulé le jeu de cartes au complet, y compris les cartes qu'on a en main et qu'il reste encore des issues, à ce moment, c'est le bandit qui va avoir gagné la partie. Un des points négatifs que je peux trouver à Bandido, c'est que bien que la boîte est très compacte, le jeu de son côté, on a besoin d'espace. Donc, une partie classique pourrait ressembler à ceci. Vous comprenez que le jeu prend rapidement de l'ampleur. J'ai seulement mis
environ la moitié des cartes. Donc, vient donc un moment où il va falloir soit éliminer une partie des chemins lorsqu'on a réussi à tous les fermer pour redéplacer le jeu sur la table si on a une table plus compacte. Il faut donc prévoir soit de jouer directement par terre si vous êtes en plein air ou d'avoir une surface appropriée car le jeu ne se jouera malheureusement pas sur une petite tablette d'avion en attendant le prochain vol. Bandido est un jeu de 1 à 4 joueurs âgés de 6 ans et plus pour une durée de 20 minutes. En conclusion, Bandido, jeu de stratégie ultra simpliste, ça s'explique en grosso modo 45 secondes. On va pouvoir jouer avec pratiquement n'importe qui puisque les choix sont très limités. Ça reste très intuitif comme jeu puisque le but est simplement de faire suivre les chemins. Alors n'importe qui va pouvoir y jouer et avoir du plaisir. C'est donc un jeu super à amener n'importe où, à condition bien sûr, comme je l'ai mentionné, d'avoir l'espace suffisant pour y jouer. Il se traîne bien, sauf qu'il ne se joue pas sur toutes les surfaces. Mais je lui donne tout de même une note de 7 sur 10. Bandido, petit jeu sympathique à découvrir. Notre deuxième titre dans cette sélection de jeux compacts, le jeu Timeline. Timeline, un jeu de cartes qui va allier culture générale et connaissances historiques. Voyons tout de suite ce qui s'y cache. Nous y retrouvons deux magnifiques petites cartes plastifiées, cartes dans lesquelles on a différents éléments qui ont marqué l'humanité. Comme par exemple, on peut avoir le premier homme dans l'espace, la première apparition de la créature Frankenstein, l'invention du 45 tours, l'invention de la bouteille en plastique, Marie Curie qui obtient le prix Nobel de physique, etc., etc. On a tous ces événements et au verso de la carte, on va retrouver le même événement, mais avec la date décrite dessus. Par exemple, Marie Curie, son prix Nobel de physique, c'est en 1903 qu'elle l'a obtenu. Nous allons donc dès le départ mettre une carte au hasard dans le milieu de la table. Ça va reproduire une ligne de temps. Par la suite, les joueurs vont devoir venir placer des événements sur cette ligne de temps, le but étant de se débarrasser de nos cartes avant les autres joueurs. Vous allez pouvoir déterminer la longueur et la difficulté de la partie en donnant plus ou moins de cartes à chaque joueur. Donc, on pourrait faire une partie où chaque joueur a 4 cartes et doivent se départir des 4 cartes, comme qu'on peut faire une partie à 10 cartes si vous le voulez. Ça va juste être beaucoup plus long et fastidieux, 10 cartes. Donc, par exemple, ici, supposons que les 4 événements que je vous ai nommés tout à l'heure seraient mes cartes. Je pourrais choisir un de ces événements, dire par exemple l'invention du 45 tours. À mon avis, ça s'est produit après 1903. Je vais donc venir placer ma carte et en effet, c'est en 1949 que ça s'est produit. Donc, ma carte va rester sur la ligne de temps et les prochains, y compris moi, qui vont venir y placer des cartes, vont avoir le choix de le mettre avant Marie Curie, entre mes deux événements ou après le 45 tours. Ça devient donc de plus en plus difficile puisqu'il va y avoir de plus en plus de cartes sur notre ligne de temps. Donc, les écarts de temps vont se rétrécir entre chaque événement. Si, au contraire, je m'étais trompé et j'avais dit « Oh, le premier homme dans l'espace, Monsieur Yuri, d'après moi, c'est avant 1903 que ça s'est produit. » Eh bien, évidemment, je me suis trompé, c'est en 1961. À ce moment, j'aurais dû défausser ma carte et en piger une nouvelle. Ce qui fait en sorte que ce tour-ci, je ne me suis pas débarrassé de cartes, je suis toujours à un compte de 3 cartes. Je m'éloigne donc de mon but qui, je vous le rappelle, est de me débarrasser de tous mes cartes avant mes adversaires. Timeline est un jeu de 2 à 6 joueurs âgés de 8 ans et plus pour une durée de 15 minutes, si vous êtes bon. En conclusion, Timeline, un superbe jeu dans lequel on va pouvoir s'instruire tout en s'amusant. Ça sera pas rare qu'on va être convaincu d'une date, puis finalement, on est 200 ans à côté de la traque. Là, t'es comme « Wow, OK, ouais, je me doutais vraiment pas que ça fait si longtemps que telle chose est inventée. » Ce qui est le fun à propos des Timelines, c'est qu'on a également plusieurs thématiques. Je vous ai présenté la version classique, qui est un peu la multithème, mais vous allez pouvoir trouver des timelines sur les sports et loisirs, sur la musique et le cinéma. Même pour les plus érudits, il existe un timeline dédié à Star Wars uniquement. Donc, définir dans quel ordre se sont produits les événements dans les films. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour ces raisons, je donne à Timeline la note de 8 sur 10. Je considère que c'est un excellent jeu pour ceux qui apprécient l'histoire. Je sais que c'est moins public général que bien des jeux que j'ai présentés. On aime ou on n'aime pas. Il y en a qui voudront rien savoir parce que justement, les dates historiques, pour eux, ça ne les concerne pas du tout. Mais pour ceux qui vont apprécier ce jeu comme moi, c'est vraiment un excellent jeu et je vous le recommande.
Notre troisième jeu de cette sélection, jeu qui rentre dans une sacoche, j'ai nommé Dés Pirates. Dés Pirates, le nom le dit, c'est un jeu de dés, mais regardons tout de suite en quoi ça consiste. Une feuille pour inscrire son score. Normalement, il y a probablement un crayon. Je dois dire que dans le pub, on a perdu le petit crayon, fait que je vais aller en chercher un, question de ne pas avoir l'air fou. Oups! Ça va aller mieux avec des crayons, question de pouvoir inscrire notre score. Normalement, un, c'est suffisant, mais d'un coup que ma mine brise, c'est pas vrai que je vais me faire avoir 2 fois à sortir du cadre. Nous avons également les dés, la raison pour laquelle ça s'appelle Dés Pirates. On en a 8. Et finalement, des cartes. Les cartes, on va retrouver 2 choses. Premièrement, des cartes aide-mémoire pour nous souvenir de ce qui va donner des points et d'autres cartes qui vont influencer le jeu tout à l'heure. Je vais les décrire lorsque je serai rendu à vous expliquer celui-ci. Le principe de Dés Pirates, c'est un jeu qu'on va appeler un jeu de pousse ta chance ou push your luck. C'est un peu comme le blackjack pour ceux qui connaissent où on a tout le temps le choix de prendre une carte supplémentaire ou d'arrêter en sachant que si on prend une carte supplémentaire, il y a des chances qu'on dépasse le 21 et qu'on perde tout. C'est la même chose pour Dés Pirates. À mon tour, je prends la totalité des dés que je vais brasser et parmi ces dés, je peux rebrasser tant et aussi longtemps les dés en sachant que les têtes de mort ne peuvent pas être brassées et doivent être mises de côté. Et si jamais je me retrouve à avoir 3 têtes de mort lorsque je brasse, eh bien, je vais me retrouver à avoir 0 point. J'aurais aimé ça, brasser 3 têtes de mort, mais ça n'a pas à donner. Ce que la carte d'aide-mémoire nous dit, c'est que pour chacune des faces pièces d'or et chacune des faces diamants que je vais obtenir, j'ai un 100 points. Donc, 100 points par dé qui ont l'un ou l'autre de ces symboles. Par la suite, si j'ai 3 dés pareils, ça me donne 100 points, 4 dés pareils, 200, etc., jusqu'à 8 dés pareils pour avoir 4000 points, ce qui est très peu probable, on s'entend. Le coffre au trésor, tant qu'à lui, va nous rappeler que si jamais tous les dés que j'ai brassés ont une valeur, je vais faire un 500 points additionnel. Je vais faire un tour avec vous, ça va être plus clair. La première chose que je dois faire avant de brasser mes dés, c'est venir virer une carte. La carte va être déterminante sur le tour que je vais jouer. Par exemple, ici, je vais avoir la possibilité de rebrasser une tête de mort gratuitement. Donc, ma première tête de mort, je la rebrasse. Je brasse donc la totalité de mes dés. Je suis chanceux, je n'ai pas de tête de mort. Je vais donc venir garder dans ce cas-ci mes 4 pièces d'or. Les 4 pièces d'or, pour l'instant, on sait qu'ils valent 100 points chaque, donc 400 points, et qu'en plus, 4 pareils me donnent 200 points additionnels. J'aurai donc en ce moment 600 points et sur le reste de mes dés, j'ai un autre 3 pareils avec les sabres, donc j'ai un 100 points de plus. Donc j'aurai 700 points. J'ai 2 choix. Soit que j'arrête à l'instant, j'inscris 700 points, mon tour est terminé, ou je peux au contraire décider de rebrasser pour améliorer mon score. Ici, un peu moins chanceux, 2 têtes de mort. On se souvient que j'ai la possibilité de rerouler ma première, donc good, finalement, c'est juste une tête de mort que j'ai. Je continue à rouler. Très chanceux que je suis, 2 pièces d'or additionnelles. Je me retrouve donc avec 600 points en pièces d'or individuelles, plus un 6 pareil qui vaut 1000 points. J'ai 1600 points. Un détail que je ne vous ai pas expliqué, je n'ai jamais le droit de brasser seulement un dé. Ça doit tout le temps être un minimum de 2 dés que je rebrasse. Donc, en ce moment, j'arrêterai mon tour. Je viens de faire 1600 points. Je suis super satisfait compte tenu du fait que ça prend 6000 points pour gagner une partie. Souvent, moi, je mets 10 000 points pour faire durer le plaisir parce que je trouve que 6 000, ça se fait très rapidement. Mais c'est libre à vous de fixer l'objectif de victoire. Dés Pirates est un jeu de 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus pour une durée d'une vingtaine de minutes. En conclusion, Dés Pirates, un excellent jeu. Les gens adorent le phénomène de pousser sa chance, y aller avec un dernier lancer de dés en espérant améliorer son score et finalement, 3 têtes de mort, j'ai 0. C'est vraiment déchirant. J'ai pas pris la peine d'expliquer chacune des cartes du paquet, les cartes qui influencent notre tour. Je vous ai pas dit non plus qu'on pouvait aller sur
sur l'île aux morts, faire perdre des points à tous les adversaires. Bref, je vous laisse le plaisir de le découvrir, mais sachez que c'est un jeu vraiment très accessible, très prenant. On veut souvent y rejouer une deuxième puis une troisième partie lorsqu'on joue. Un excellent jeu, super compact, un jeu à traîner partout, un jeu qui est amusant à chaque fois et c'est pour ça que je lui donne la note de 7,5 sur 10 des Pirates, un jeu que ça vous prend dans votre collection. Nous sommes déjà rendus à la quatrième boîte de notre sélection de jeux compacts qui se traînent dans une sacoche. Mon quatrième choix est le jeu Ole Guacamole! Dans Ole Guacamole, voyons tout de suite l'intérieur de cet avocat. Nous retrouvons tout simplement et tout bêtement des cartes en forme d'avocat avec des lettres dessus. Certaines cartes vont avoir des effets spéciaux que je vais vous expliquer dans quelques instants. Sinon, ce n'est qu'un jeu de lettres. Dans Ole Guacamole, le but va simplement être de se retrouver avec le moins de cartes possible à la fin de la partie. Ça va être un jeu d'énumération de mots et lorsqu'on se trompe, nous allons ramasser toutes les cartes sur la table et on en veut évidemment le moins possible. Pourquoi que la carte a flyé de même? Je ne le sais pas. La première chose qu'on veut faire avant d'y jouer, c'est de trouver la carte recto verso qui va nous indiquer dans quel sens on tourne. Donc, la carte est ici. On tourne pour commencer en sens horaire. Il y a une convention universelle qui dit qu'on tourne tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf si la carte nous dit le contraire. À notre tour, on vient virer une lettre et puis, dans ce cas-ci, la lettre N, je vais dire un mot, peu importe le mot, qui ne contient pas la lettre N. Évidemment, mon cerveau est super bien fait. Tous les mots que je pense actuellement ont la lettre N à l'intérieur. Parfait, j'y vais avec titre. Super, titre, c'est accepté, N n'y apparaît pas. Le joueur suivant vire une carte à son tour et dans ce cas-ci, ne peut pas utiliser la lettre G en plus de la lettre N. Il va donc nommer un mot, peu importe, qui n'a pas de N ni de G, mais qui a un lien avec mon mot, donc avec le mot titre. Je pourrais dire livre, parce que titre de livre, ça me fait penser à ça, tout simplement. Good! Le joueur suivant vient à son tour également virer une lettre, pas de M, pas de N, pas de G, et qui a un lien avec livre. On pourrait dire lecture. Le joueur suivant, vous avez compris le principe, pas de C, pas de G, pas de N, pas de M, et qui a un lien avec lecture, etc., etc. La personne a, grosso modo, d'après les règles, 12 secondes pour dire son mot. On s'entend que sous la pression du chronomètre de 12 secondes, trouver un mot qui n'a pas toutes ses lettres, un mot qui a un lien avec titre, non, qui a un lien avec livre, qui a un lien avec, je ne sais même plus ce que je suis en train de dire, avec livre. Trouver un mot qui n'a pas ces 4 lettres, qui a un lien avec livre. Ça se peut que la personne n'y arrive pas. À ce moment, la personne récupère l'ensemble des cartes et c'est justement ces cartes qu'on ne veut pas avoir devant nous. Le but, je vous le rappelle, étant d'avoir le moins de cartes possibles devant nous à la fin de la partie. C'est aussi simple que ça, jeu d'énumération dans lequel on doit nommer des mots qui n'incluent pas les lettres que l'on voit. Alors, le cerveau a tout le temps tendance à faire des associations avec ce qu'il voit. Dans ce cas-ci, il faut y aller complètement en dehors. À l'intérieur du jeu, on retrouve certaines cartes spéciales que je me permets de vous expliquer. Certaines cartes vont avoir 2 lettres. Vous comprenez évidemment que dans ce cas-ci, pas de V ni de T dans le mot qu'on a utilisé. Ici, nous allons venir changer l'ordre de jeu. C'est-à-dire qu'on va venir tourner cette fameuse carte que je vous ai fait sortir tantôt de côté et désormais, on tourne en sens anti-horaire autour de la table plutôt qu'en sens horaire. Le x2, on va devoir nommer 2 mots à la place de 1 qui n'ont pas les fameuses lettres. Par la suite, la personne suivante va dire un mot qui a un lien avec seulement un des 2 mots, qui n'a pas nécessairement un lien avec les 2 mots que j'ai nommés, sinon ça serait un petit peu ardu. Ici, nous allons simplement venir sauter par-dessus mon tour et aller au joueur suivant. Donc, je suis chanceux, je viens d'avoir un tour gratuit. Et finalement, la cible va me permettre, en plus de sauter mon tour, de choisir chez qui on recommence. Donc, je le sais que mon bon ami Christian, il n'est pas très bon à ce jeu-là, puis il y a beaucoup de lettres sur la table. Je vais donc pointer directement en sa direction pour m'assurer qu'il se trompe et qu'il ramasse toutes les lettres.
Ole Guacamole est un jeu de 2 à 8 joueurs de 10 ans et plus d'une durée de 15 minutes. En conclusion, Ole Guacamole est devenu pour moi le jeu par excellence dans les apéros. C'est un jeu qu'on va pouvoir présenter en moins de 30 secondes à nos invités. Ils vont saisir immédiatement et s'amuser instantanément avec ce jeu. De mon côté, c'est le jeu qui a remplacé Mo Rapido que vous m'avez sûrement déjà entendu vous expliquer. Avant, je le sortais à tout le monde, le petit Mo Rapido. Maintenant, Mo Rapido ramasse un peu la poussière et c'est Ole Guacamole que je présente lorsque j'ai quelques minutes de disponible avec mes convives. Pour cette raison, je donne à ce jeu la note de 8 sur 10. C'est pas un jeu révolutionnaire, mais c'est un jeu super efficace que tout le monde va apprécier et je vous le recommande. Nous sommes rendus au 5e et dernier titre de notre journée, le jeu The Mind. The Mind, ou The Mind, comme disent nos cousins les Français, est un jeu de collaboration silencieuse. Collaboration silencieuse, qu'est-ce que c'est ça? On le regarde ensemble en ouvrant la boîte. Outre les livrets d'instructions, on va retrouver des cartes et que des cartes. Donc, nous avons des cartes de 1 à 100 en termes de valeur, ainsi que certaines cartes spéciales, des cartes de niveau. Donc, on va pouvoir progresser dans différents niveaux à travers la partie. Nous avons également des cartes de vie pour nous indiquer à combien de vie nous sommes rendus et des cartes de Shuriken que je vais vous expliquer tout à l'heure. Dans une partie, dépendamment de combien de joueurs participent, nous allons devoir franchir entre 8 et 12 niveaux différents. Un niveau va également nous indiquer le nombre de cartes que nous allons recevoir au début de la manche. Au niveau 1, j'ai une carte, alors qu'au niveau 8, chaque joueur va avoir 8 cartes en main, et etc., etc. Le but du jeu, une fois que j'ai reçu ma carte ou mes cartes si je suis rendu à d'autres niveaux, va être de venir positionner celle-ci dans le milieu de la table en ordre croissant avec les autres cartes de mes coéquipiers, mais sans parler. Pour que ce soit plus clair, on fait une petite démo ensemble. Imaginons qu'on est 3 joueurs. Il y a moi, mon ami Christian de tantôt, mon ami Jean-François. Je suis rendu avec des amis imaginaires qui vont me suivre tout le long de la saison. Puisqu'on est 3 joueurs, on va commencer avec 3 vies et un Shuriken. À 3 joueurs, il faut se rendre jusqu'au niveau 10 seulement. Si on était 2, ce serait au niveau 12. Si on était 4, ce serait au niveau 8. Mais là, on se rend de 1 à 10. Niveau 1, comme je vous ai mentionné, nous allons avoir chacun une seule carte. Alors, je donne une carte à Christian, une carte à Jean-François, une carte à moi-même et je me retrouve avec la carte 67. 67, on s'entend que, sachant que ça va de 1 à 100, qu'il y a 3 cartes en jeu, c'est pas très élevé. Je vais donc commencer par ne rien manifester, donc faire comprendre aux gens que c'est pas à mon tour de jouer. De son côté, Christian, lui, reçoit sa carte. Christian est bien excité de nous faire comprendre qu'il aimerait ça mettre sa carte. Mais Christian est brillant des fois. Il nous fait pas un coup de « je vais tout de suite mettre ma 12 » au cas où quelqu'un aurait une carte plus faible. Ça nous ferait une erreur. Personne réagit. Christian met son 12. De mon côté, 12 à 67, l'écart est encore immense. Je ne bronche pas. Je fais comprendre que c'est toujours pas mon tour. Jean-François va comprendre que « ah, OK, je peux probablement mettre mon 46 ». Et moi, à mon tour, bien heureux, j'échappe ma carte. Et moi, à mon tour, eh bien, évidemment, je peux mettre mon 67. Tout le monde est heureux. On a mis les cartes en ordre croissant. On va donc enchaîner au niveau 2 avec chacun 2 cartes et ainsi de suite, ainsi de suite. On fait un saut dans le temps. On rebrasse les cartes à chaque fois. On les remet sur la pile. On est rendu au niveau 4, par exemple, voire même au niveau 5. On est rendu très bon. Évidemment, c'est 5 cartes chacun que nous allons avoir. On regarde nos cartes silencieusement, ça ne change pas. On les réorganise. Alors, de mon côté, je peux voir que mes cartes vont de 20 à 77. J'ai rien d'extrême d'un côté comme de l'autre. Je me dis, ça va être difficile comme manche. Et là, mon ami Christian, dans son enthousiasme légendaire, s'empresse de mettre la carte 24. Ah! Malheureusement, ma carte 20 étant plus faible, je la montre et on vient perdre une vie. Donc, c'est de cette façon qu'on va perdre des vies. C'est lorsque quelqu'un va jouer une carte plus forte que les cartes restant dans les mains de ses coéquipiers. Évidemment, il faut essayer de passer tous les niveaux sans perdre le nombre de vies qu'on a. Dans ce cas-ci, ça aurait été intelligent de décider d'utiliser un Shuriken. Les Shurikens, qu'est-ce que c'est? Supposons que je me retrouve avec mes 2 cartes en main au niveau 2 ou n'importe quand par la suite et que
personne veut jouer à n'importe quel moment de la partie, qu'on ait commencé à mettre des cartes ou non, on peut d'un commun accord décider d'utiliser un shuriken. Le shuriken va faire en sorte que tout le monde va défausser face visible sa carte la plus faible. Il y aurait eu moins de confusion entre moi et Christian, on aurait pu mettre nos cartes dans l'ordre et continuer à jouer. The Mind est un jeu de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, d'une durée de 20 minutes. C'est ainsi que se joue The Mind. On s'entend que c'est un jeu ultra simpliste, le but étant simplement de mettre des cartes en ordre croissant sur la table, mais c'est prenant comme jeu, c'est vraiment le fun. Puisque c'est de la communication silencieuse, on n'a pas le choix d'essayer d'avoir une connexion très profonde avec la personne et de comprendre ses simagrées. Alors vraiment un jeu intéressant, je le recommande, c'est certain. Et je lui donne une excellente note de 9 sur 10. Si vous ne connaissez pas de même, je vous le conseille, allez vite, courez vous le procurer. C'est ce qui complète notre sélection des meilleurs jeux compacts à traîner dans une sacoche ou toute autre occasion dont l'espace est plus limité. Comme vous l'avez vu, c'est pas parce qu'une boîte est petite qu'elle est moins intéressante pour autant, mais ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, les petites boîtes sont beaucoup plus abordables. Vous voyez, les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui valent tous moins de 20 $ en boutique. Vous n'avez donc aucune raison de ne pas sauter sur l'occasion de vous les procurer. C'est ce qui conclut également notre première saison de Top Ludique. J'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire découvrir les jeux que je vous ai parlé et si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à aller dans un Joker Pub près de chez vous ou tout autre pub ludique afin de découvrir des tonnes de jeux de société. Ça va nous faire un plaisir immense de venir vous les animer et de partager notre passion avec vous. On se dit donc à bientôt, idéalement dans un Joker Pub près de chez vous ou encore mieux pour une deuxième saison dans le confort de votre divan. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu